Rien ne justifie une correction sur les marchés aujourd'hui. Les taux sont bas, les banques centrales sont à la manœuvre, la croissance mondiale c'est 3%, ça ralentit, les profits des entreprises sont pas si mal orientés, le pétrole est à 65, donc rien ne justifie une correction. Tant qu'on met de l'opium, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tant on est dans un paradis artificiel, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça la vie. C'est ça qu'on donne à nos enfants. On est en train de donner une fuite en avant. On a oublié que la création de richesse, c'est du travail, c'est de la prise de risque. Là aujourd'hui, on les taux sont à zéro. Donc, c'est le capitalisme qui ne fonctionne plus. Vous comprenez? Tout ça parce qu'on a peur justement de se faire mal. Non, des fois, il faut se faire mal. C'est là où, je vais vous faire une surprise, c'est là où je serais presque ami, entre guillemets, avec Jean-Claude Trichet. C'est que là, effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il le dit, de temps en temps, il faut avoir, je dirais, une vraie politique monétaire et surtout des taux d'intérêt qui correspondent à la réalité économique. Aujourd'hui, avec 100% de dette publique et des taux d'intérêt historiquement bas, ça n'a pas de sens. Les taux d'intérêt plus hauts, mais vous tuez le peu de croissance. Non, mais regardez, aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remonté les taux d'intérêt. Non, les taux d'intérêt à zéro, c'est très bien, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais remettre encore de la planche à billets. Mais il faut bien comprendre, c'est ça que le problème, c'est qu'on est dans le court-termisme. On ne regarde pas dans le long terme. Mais ça va se payer. C'est inévitable. C'est exactement comme en 2007, quand on disait, les subprimes, c'est l'avenir, il faut continuer comme ça, si tu n'en as pas, t'es nul, etc. Alors c'est quoi les subprimes d'aujourd'hui alors? Mais c'est ça le pire. C'est que les subprimes à l'époque, c'était une dette privée qui était dangereuse. Aujourd'hui, les subprimes, c'est de la dette publique. Il y a deux écoles qui disent que tant que les taux sont bas, tout ça... Mais je suis d'accord. Encore une fois, le service de la dette n'est pas un problème aujourd'hui. Jean Jujeu, on l'a évoqué à peine, mais là, il faut en parler quand même, sur le dommage collatéral, de cette politique monétaire à taux bas ou à taux nul. Ce sont les épargnants. Ce sont les retraités. Qui ont été, spoliés. Ce sont vos mots, j'ai envie de vous entendre. Oui. Les épargnants ont été spoliés par les banques centrales. Tout à fait. Et quand vous parlez aux banques centrales, elles vous le disent. C'était ça ou taxer. C'est une forme de taxation indirecte de l'épargnant. Les compagnies d'assurance vie qui donnent des engagements le font sur base d'un rendement de leur portefeuille. On leur a coupé le rendement du portefeuille. Les fonds de pension, même chose. Les retraités, vous parlez des centaines de milliards d'euros d'intérêts ont été extorqués aux épargnants, transférés aux États. C'est pas moi qui ai fait l'étude. Pourquoi aux entreprises, aux États, pourquoi les entreprises? Parce que la courbe de taux, elle concerne aussi les... évidemment. D'accord. Voilà, des centaines de milliards d'euros extorqués donc aux épargnants. Oui. Avec ces taux bas. Encore de la marge. Après, la question, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité de ces QE potentiels à venir qui pose question. Mais dire qu'elles n'ont plus d'instruments, qu'elles n'ont plus de moyens, pour moi, c'est pas vrai. Ça. Évidemment, puisque vous évoquez la Banque centrale du Japon, et j'allais justement y venir, quand on a vu que les QE ne marchaient pas, quand on a vu que les QE ciblaient sur les dettes corporate, sur les dettes d'entreprise, que ça ne marche pas. Au Japon, on est passé à l'étape supérieure, on achète directement les actions au travers des ETF. Désormais, la Banque centrale du Japon, vu d'Europe, ça paraît dingue. On détient 75%. Autrement dit, il n'y a plus aucun acteur sur le marché autre que la Banque centrale. Et malgré ça, ça ne marche toujours pas. Il n'y a toujours pas d'inflation au Japon et on est même en dessous de ce qu'on attendait. Et, on a combien d'inflation au Japon? On est en dessous de 1. En dessous de 1. Et au niveau croissance, on est également revenu en dessous de 1, à tel point que la hausse de TVA programmée pour octobre va être probablement repoussée, parce qu'on ne peut même pas se permettre de faire trébucher, ne serait-ce que très légèrement, la consommation, sinon on risque de voir la croissance basculer en négatif. Donc au Japon, ils ont déjà tout essayé, donc tous les outils dont M. Villeroy de Galhau, on en parlait au début de l'émission, tous ces outils sont là, mais... La Banque centrale du Japon les a déjà tous utilisés à outrance et n'a obtenu aucun résultat. Alors, votre conviction, en tout cas, c'est que lorsque la prochaine crise, on finit là-dessus, surviendra. Ça sera une question de confiance. Ça veut dire, on sait que tous les outils de la BCE ne seront pas efficaces. Ils ne l'ont pas été au Japon, ne l'ont pas été aux États-Unis, ne l'ont pas été en Europe. Mais si on les utilise, est-ce qu'on pense que ça va servir à quelque chose? Et la réponse, c'est les marchés qui vont la donner. Soit on relance des QI, ce qui veut dire qu'on entérine que tout va mal, mais la morphine monétaire fait son effet et les marchés rentrent à nouveau dans un état de béatitude artificielle, ou alors on se dit, non, ben ça y est, on a compris. Jusqu'au dernier shoot. C'est jusqu'au dernier shoot, et le dernier shoot... pour voir ça. Voilà, et est-ce qu'on a confiance dans le fait que ce dernier shoot ne va pas tuer le patient? À quoi il faut s'attendre? La vraie question, c'est est-ce qu'on peut encore faire plus? Est-ce que ça peut être utile de remettre de l'argent dans la machine?
Alors attention, faire plus, qu'est-ce qu'on peut faire plus? Non. Clairement, on est en taux négatif aujourd'hui, on ne va pas stimuler l'économie. Par contre, les banquiers centraux peuvent faire attention à un élément. C'est-à-dire qu'on est en ce moment, on a un trou d'air. On a un ralentissement économique. Ça donne des perspectives économiques assez mitigées pour cette année 2019, mais ce qui compte, c'est finalement le profil intra-annuel. Est-ce qu'on a fini 2018? Alors, pour vous donner une idée, hein, l'économie américaine est quasiment à l'arrêt sur décembre-janvier. Alors, on va espérer que c'est court terme. Alors, il y a des éléments techniques, on est d'accord, mais en tout cas, on est quasiment à l'arrêt. Ce n'est pas une bonne chose. Non. On voit qu'en Chine, c'est plus qu'un arrêt. Hein. On a bien freiné et on est quasiment, on va dire, il y a peut-être certaines activités qui sont en train de péricliter. Donc, l'Europe aussi va mal, avec un secteur automobile très affaibli. Donc, l'idée, c'est de dire, on ne va pas relancer la machine. Aujourd'hui, on ne va pas baisser les taux pour relancer la machine. Par contre, on va faire attention à un élément, c'est que ce trou d'air ne se transforme pas en récession. Et qu'est-ce qui ferait que ce trou d'air se transforme en récession au niveau des banquiers centraux, hein. Après, il y a d'autres éléments, mais au niveau pour les banquiers centraux, c'est que les banques, d'un seul coup, par exemple, disent « je ne vais plus prêter ». Je vais commencer à durcir ce qu'on appelle les conditions financières. C'est un mot un peu, mais c'est ce qui revient dans leur discours. Il ne faut pas que les conditions financières durcissent. C'est-à-dire que moi, banque, je vais moins prêter aux consommateurs parce que je vais dire il y a un risque que l'emploi se dégrade. Je vais moins prêter au secteur automobile parce qu'ils sont face à des challenges, à des difficultés, et donc je vais les empêcher d'investir. Donc il faut surveiller de très près le comportement des marchés, mais surtout le comportement des banques dans leur distribution de crédit. Alors, je voulais revenir avec vous justement sur les effets de cette politique ultra accommodante et les effets que ça a eu sur les marchés, entre autres. Est-ce qu'on n'a pas trop arrosé les marchés? Est-ce que c'est pas à coup de perfusion? Est-ce que c'est pas les banques centrales qui portent justement ces marchés à l'heure actuelle et qui réagissent à ce flot? Sans aucun doute, mais il faut être clair, le choix qu'on avait en 2009, c'était ça ou retour aux années 30. Donc, et par ailleurs, il faut avoir en tête qu'on ne sort pas rapidement d'une politique de ce type. En fait, on n'a qu'un seul exemple historique, mais qui était assez différent, c'est ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, pour des raisons évidentes, pour financer le second conflit mondial, les États-Unis ont financé non seulement leur effort de guerre, mais l'effort de guerre du monde libre et des Alliés, plus une partie de l'effort de guerre soviétique. Et donc, ça a été la même politique de création monétaire forcenée. Ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on ne peut pas sortir brutalement de ces politiques, sauf à créer un nouveau crack. Donc c'est ça le réglage très compliqué, c'est-à-dire que, oui, si vous voulez, c'est une forme, c'est un peu la politique monétaire sous cette forme, c'est un peu la même chose que l'EPO pour le cycliste. Donc si vous en sortez brutalement, non seulement la performance s'effondre, mais le cycliste risque aussi de s'effondrer. Donc il faut réduire la dose de manière progressive. Le dosage de la perfusion. Mais si vous maintenez le PO trop longtemps, à l'inverse, eh bien, vous mourrez jeune. Les effets seront néfastes également.